Bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Comme je suis heureuse de vous retrouver pour poursuivre la lecture des lettres d'Ursule pour ce livre qui s'appelle La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. Alors nous étions en plein milieu d'une lettre d'Ursule à Madame Parangon. Elle expliquait ce qu'étaient les grands garçons. Alors je reprends un petit peu plus haut pour qu'on s'y retrouve. Et ordinairement, les garçons acceptent de tirer à la courte paille, je le précise. Et tout est dit, mais s'ils persistent chacun, alors le maître garçon se borne à leur défendre les voies de fait, sous peine pour l'agresseur d'avoir tous les garçons sur le corps et d'être rossé. Et le maître garçon leur dit « Courez-en donc l'aventure, et que les parents en décident, mais quand ils auront décidé ainsi que la fille, j'entends que le refusé se retire. » Et quand la fille veut l'un et les parents l'autre, les grands garçons ne se mêlent pas de décider, ils laissent faire les deux rivaux en défendant seulement les voies de fait. Mais tout cela est rare. Le plus souvent, à l'entrée de l'hiver, les garçons se partagent les filles, soit au sort, soit en choisissant, et chacun va tout l'hiver à celle qui lui est échue. Voilà comme les filles sont ici traitées. Elles n'ont seulement pas la satisfaction de recevoir celui qui leur plairait le mieux, et souvent il faut qu'elles aient tout l'hiver à côté d'elles, à la veillée ou devant la porte, quand il fait clair de lune, un gros paquant qu'elles détestent. Oh. Il faut à présent vous dire comme les filles voient leurs galants et ce qu'elles mettent du leur en faisant l'amour. Les garçons vont vers la fille longtemps avant de parler aux parents pour voir si elle leur plaira et si ils lui plairont. Pour cela, ils rôdent quelquefois des mois entiers autour de la maison avant de lui pouvoir parler. On en cause dans le pays et la fille apprend que Piarot ou Jacot rôde autour de la maison pour elle. Un soir, par curiosité pure, elle prend un prétexte pour sortir, comme d'avoir oublié de fermer le poulailler, l'écurie aux vaches ou de leur avoir donné de la paille pour leur nuit, etc. Les parents n'en sont pas dupes. Si le garçon leur convient, ils ne disent mot et la fille sort. Si au contraire il ne leur agrée pas, la mère ou le père se lève, repousse la fille sur sa chaise ou sur sa selle en lui disant « Tinte-la, j'y vais moi-même ». Et alors, le garçon, ne voyant pas sortir la fille, prend le parti d'entrer dans la maison en disant aux parents « Voulez-vous me permettre d'approcher de votre fille ?» On ne le refuse jamais net. On lui dit de s'asseoir. Il se met à côté d'elle et on lui fait une bonne ou une mauvaise mine jusqu'à ce qu'il s'attire un refus conçu en ces termes « Teinte chez vous ». Mais si on a laissé sortir la fille le soir, alors le garçon l'approche en la câlinant. « Où que vous allez donc, Jeanne? Donnez de la paille à nos vaches. Je vais donc vous inder. C'est pas de refus, Jacot. » Et il lui aide. Elle sort ensuite tous les soirs et elle trouve toujours Jacot. On s'assit dans un coin obscur, la fille ou file ou taille le chanvre, et alors le garçon lui aide et on cause. Voilà, on cause. Les dimanches, on cause sans rien faire, et c'est le jour où le garçon se hasarde d'embrasser. Il est rare cependant que les filles ne soient pas sages. Quand il commence à faire froid, elle l'invite à entrer dans la maison. Il accepte, si elle lui a plu, car c'est un premier amour d'essai qu'ils ont là fait jusqu'à ce moment. On fait ordinairement l'amour 2 ou 3 ans. Et il n'est guère question de mariage le premier hiver, à moins qu'il n'y ait milice. Et les parents de la fille ne s'avisent guère de faire au garçon la demande ordinaire. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Jacot ?» que le second hiver de la fréquentation. Quant à moi, ma chère dame, je vous dirais que même avant d'avoir eu le bonheur de vous voir à la ville, je n'avais aucun goût pour cette manière de faire l'amour. Elle m'a toujours déplu. Et je ne vous ai parlé de ça que pour vous obéir, imaginant que si j'ai le bonheur de retourner auprès de vous, j'aurai des choses plus agréables à vous dire qui me seront inspirées par votre présence. Il faut pourtant que je vous avoue un petit secret.
dans cette lettre qui est sûre et que personne ne verra ici, pas même mon frère aîné, car je ne la montrerai qu'à Fanchon-Berthier, qui sera ma belle-sœur. C'est que j'ai ici un amoureux que je ne saurais sentir. Imaginez-vous un demi-monsieur de village qui n'a des manchettes que pour faire sortir davantage la noirceur de ses mains brûlées par le soleil, qui dit ce n'est pas à moi tant d'honneur, j'ai dit à mon père », et autres semblables qui, par la grosseur du corps, ressemblent à ces gros tilleuls qui sont devant la porte des églises et dont l'enveloppe est aussi grossière. Voilà mon amoureux d'avant que je partisse. Et ce qui me met encore plus en colère contre ça, c'est qu'on le nomme ici un joli garçon. Mes parents eux-mêmes et les paysans le nomment monsieur, uniquement à cause qu'il a des manchettes. À mon retour ici, ce monsieur, ayant ouï dire que c'était pour y rester, il en a montré une grosse joie qui me le fait encore plus détester. Le manant, se réjouir de ce que je ne serai pas avec vous. Oh, je l'abhorre plus que tout homme au monde. Je ne vous aurais pas parlé de ça si je n'espérais que cette raison vous engageât, ma très chère dame, à me demander plus vite. Vrai, ce vilain amoureux me paraît un de ces satyres dont j'ai lu l'histoire chez vous au bas d'une estampe. Mais je laisse ce sujet désagréable pour continuer à répondre à vos aimables questions de bouche. Vous m'avez aussi demandé quels étaient les goûts que j'avais dans ma jeunesse et mes occupations, mon caractère et comme j'en agissais avec mes frères et sœurs, surtout avec Edmond. Je vais, si je puis, répondre à tout ça pour avoir le plaisir de vous écrire plus longtemps, car il me semble que je vous parle en vous écrivant et j'ai eu si peu le temps de vous parler haut. C'est pas écrit, mais haut, des petites étoiles. Que je n'ai pu vous répondre à la moitié des choses. Je vous dirai donc que mes goûts ont toujours été au-dessus de ceux de nos paysannes. Je n'aimais pas trop ni leur mise, ni leurs occupations, et je sentais au-dedans de moi-même que j'avais du goût pour quelque chose de plus distingué, dont pourtant je n'avais aucune connaissance. Mais jusque-là, qu'un jour, mon frère Edmond, m'ayant dit qu'il avait rêvé que mon père n'était pas chez son père, non, pas du tout, mon frère Edmond, m'ayant dit qu'il avait rêvé que mon père n'était pas son père, mais qu'il était fils d'un duc qu'il avait mis chez nous en pension en disant « Gardez-moi ce fils sans lui apprendre ce qu'il est, et je viendrai le chercher un jour. » Edmond, disais-je, m'ayant conté ce rêve, moi je le crus, et je m'attendais tous les jours qu'un duc viendrait chercher notre Edmond pour l'emmener dans un carrosse, et je lui faisais bien ma cour. Ce qui ne m'était pas difficile, attendu qu'avant son rêve, je l'aimais déjà le mieux de tous mes frères et sœurs. Cela me trottait si bien dans la tête que je fis aussi à mon tour le même rêve. Il me sembla qu'une marquise venait me prendre et qu'elle donnait à mon père et à ma mère tout plein d'argent, en leur disant « Tenez, voilà pour avoir élevé ma fille et l'avoir rendue si gentille. » Et j'étais bien contente de m'en aller avec elle. Et elle me disait « Tu seras un jour marquise comme moi, et non une paysanne. Viens, viens à mon château où tu auras de beaux habits et de beaux linges. » Je m'éveillai de joie et je courus, dès que je fus levée, conter mon rêve à mon frère Edmond qui me dit « Dame, sais-tu que ça pourrait bien être ? Tiens, regarde comme nous sommes plus jolis que tous, toi et moi. » Nous avions alors, lui, 13 ans et moi 10. Quant à l'égard de mes occupations, je les choisissais toujours à la chambre et non à la campagne comme mon aîné. J'aimais tous les jolis ouvrages d'aiguille, comme à présent mon caractère a toujours été doux, mais j'aimais un peu accommoder avant d'être tout à fait raisonnable. À présent, ce que je préférerais, ça serait de vous obéir. Je suis un peu vive, fière, orgueilleuse. J'aime apparaître, à être riche, mais je crois que je l'ai déjà tellement dit en parlant de mes goûts. J'ai toujours tendrement aimé mes frères et mes sœurs, mais principalement Edmond. Et toute mon envie, si jamais je faisais mon chemin, ça serait de leur être utile et d'avoir la gloire que mon père et ma mère disent le soir aux veillées quand ils causent entre eux devant toute leur famille. C'est pourtant notre fille Ursule qui procure telle et telle chose à son frère, à sa sœur.
Il me semble que je serais bien glorieuse si on disait de moi, comme je l'ai entendu dire de vous, madame, au sujet d'Edmond et au mien, c'est surtout à Edmond que je voudrais être profitable, quoique je ne sache pas trop comment ça pourrait être. Je voudrais bien aussi l'être à ma future belle-sœur Fanchon, car vous ne sauriez croire, madame, comme c'est une jolie fille. Je crois pourtant que vous l'avez vue au voyage à... Car elle y était, comme vous savez. Nous sommes amis dès l'enfance, car outre qu'il a toujours été dit qu'elle serait ma belle-sœur, c'est qu'elle est la plus jolie de tout le pays, et que je me trouvais plus honorée d'être avec elle qu'avec toutes les autres filles. Et elle m'aimait bien aussi, ainsi que mon frère Edmond. Et je crois que si Edmond avait été l'aîné, pour rester au village, elle n'en aurait pas été fâchée. Car Pierre est par trop sérieux, mais c'est pourtant un bon humain. Quoique, n'ayant pas cette aimable façon d'Edmond, et une fois que j'ai écrit ici en cachette de tout le monde à Edmond, pour qu'il me fît venir à la ville, c'est Fanchon qui a porté ma lettre à la poste. Et quand Edmond est venu, elle lui a redemandé ma lettre de peur qu'elle ne fût trouvée. Je ne sais pas si vous l'avez lue, madame, car elle était bien simple. Mais je ne savais pas encore trop bien écrire. Dans tous nos jeux et dans tous nos amusements, j'ai toujours préféré Fanchon à mes propres sœurs. C'est qu'elle est si aimable, si complaisante. Et puis, nous nous disions tous nos petits secrets. Par exemple, à présent, elle m'avoue que Pierre, notre aîné, lui inspire du respect et qu'elle a plus de confiance en lui qu'elle n'en aurait eu en Edmond, quoiqu'elle eût peut-être eu plus d'amitié pour le dernier. De mon côté, je vais toujours lui contant mes affaires et toutes mes pensées, et que je ne m'écarterai jamais de la crainte de Dieu à la ville, sous votre bonne protection, madame. Mais voilà une bien longue lettre, et mon papier est fini. Je cesse donc pour vous dire que j'ai l'honneur d'être, avec le plus grand respect, madame, votre amie. Lettre 3. Madame Parangon au père. Elle redemande Ursule et nous fait la déclaration de la tromperie qu'on a faite à Edmond. 9 octobre. Je félicite ma bonne amie Ursule d'être retournée auprès de vous, monsieur et madame. Elle ne saurait être mieux. Cependant, elle m'est si chère, et je m'y étais tellement attachée que j'espère que vous me la rendrez bientôt, car je ne renoncerai pas volontiers au plaisir que sa société m'a procuré pendant le séjour qu'elle a fait ici. Mais j'ai été charmée qu'elle vous accompagnât, pour suppléer aux détails que je ne pouvais vous faire et dans lesquels je me hasarderais jamais d'entrer par lettre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si j'ai fait manquer le mariage d'Edmond avec ma cousine, c'est que je n'ai pas cru qu'il fût honorable pour lui, ni même avantageux pour elle dans sa position. Elle eut le malheur, sinon de manquer de sagesse, au moins de manquer de courage ou de bonheur, en se laissant tromper par un homme, qui sans doute a employé des moyens au-dessus des forces et des lumières d'une jeune fille, car ma cousine est honnête, et je l'ai connue très estimable. On ne change pas ainsi de caractère, ni aussi promptement, et on ne se laisserait pas séduire par un homme marié si ce dernier n'employait qu'une séduction ordinaire. Mais tout en excusant ma pauvre cousine, autant que je le dois, je n'ai pu souffrir qu'on trompât un jeune homme, qui a droit à la protection de ceux qui l'ont attiré chez eux. Et je me serais crue très coupable si je ne l'avais pas empêché, le pauvre. Je vous prie instamment, monsieur et madame, de garder le silence sur cette malheureuse aventure et de me croire avec tous les sentiments que vous méritez. Colette, madame Parangon. PS. J'attends votre Ursule et la mienne le plus tôt possible. Faites-moi ce plaisir, j'en serai reconnaissante. À Ursule, j'espère que ton père voudra bien te lire ces 2 lignes. Je désire beaucoup ma bonne amie Ursule et je la prie de compter sur moi tant que je vivrai. Lettre 4. Ursule à Fanchon-Berthier. Elle est retournée à la ville et commence à laisser voir un peu de goût mondain. Le 23 décembre.
Ma chère bonne amie, nous nous félicitons, mon frère Edmond et moi, du bonheur dont va jouir notre chère aînée. En t'obtenant pour femme, tu étais déjà notre sœur par l'affection, et de plus mon amie dès l'enfance. À moi, je ne puis donc que bénir un mariage qui va resserrer les nœuds qui nous unissaient, et donner à l'aînée de notre famille une compagne. Pardon, j'ai le quai. Une compagne telle que le fut pour notre bon père Barbe de Berthaud. Ma chère bonne amie, tu vas avoir de ton côté un bon mari. Pierre est un garçon sage, craignant Dieu, n'ayant ni dans ses discours ni dans ses actions, ni je crois dans ses plus secrètes pensées, aucune idée puérile et frivole. Tu es sérieuse, raisonnable, aimant l'occupation, vous serez bien assortie. Mes chères sœurs, et c'est l'avis de Madame Parangon, ne néglige pas un peu de coquetterie dans ta mise quand tu seras mariée. Les femmes de chez nous l'abandonnent trop vite. Tu es si jolie, comme tu te mets. Ne pourras-tu continuer? C'est la sincère amitié que je te porte qui me fait te parler comme ça, et aussi librement, désirant que tu sois toujours autant aimée, chérie et désirée de ton mari, que tu l'es à présent. Du moins tant que la jeunesse durera, et il y a loin d'ici qu'elle cesse, Dieu merci. Je regarde ici que Madame Parangon est mise comme si elle était fille. C'est une propreté, un soin, et ça fait beaucoup, chère sœur, car enfin, si une femme est négligée dans ses habits, et le soin d'elle-même, tout le monde la laisse là, au lieu que celle qui est plaisante, agréable, comme Madame Parangon, porte la vie et la joie partout où elle daigne se montrer. Je te dirais que cette jolie dame me paraît très bien disposée pour mon frère et pour moi, mieux que je ne saurais te l'écrire, car je te dirai ça de bouche à notre entrevue prochaine, car enfin elle est prochaine. Cette fête, elle est prochaine, cette fête tant désirée. Je te dirai aussi que j'ai vu mademoiselle Manon, sans qu'elle me vît. C'est en vérité une jolie fille. Quel dommage. Mon frère la regardait, sans savoir que je l'examinais. Je n'en crois pas si dégoûté qu'on croirait bien et que Madame Parangon le pense, car il la regardait, ce me semble, avec bien du plaisir. Je ne sais pas, mais cette fille-là est très aimable, et si j'étais garçon, il me semble qu'une figure comme ça me ferait oublier bien des choses. Mais je suis femme, et les hommes ne sont pas si indulgents pour nous. Quant à Madame Parangon, elle a, je crois, des vues fort avantageuses pour mon frère, et je lui ai entendu parler de sa jeune sœur qui doit venir ici, comme si elle pensait à lui pour elle. Mais mademoiselle Fanchette est bien jeune. Si c'était l'aînée qui fût encore fille, j'ai l'autre jour lâché ce mot-là devant Edmond. Oh, si tu avais vu ses yeux, ils auraient mis le feu à de l'amadou comme ils ont brillé. Le gaillard, il lui en faudrait. Mais pour revenir, la petite mademoiselle Fanchette est bien jeune et l'aînée est bien belle. Et mademoiselle Manon est bien piquante, comme on dit ici. Je sens que mon frère, qui est aussi le tien, doit être bien embarrassé. Et en vérité, je crois qu'il ne l'est pas pour un peu, ma chère Fanchon. En plus, je l'étudie. Et plus je l'étudie, et plus je crois qu'il l'est et qu'il doit l'être. Je m'en suis souvent aperçue, et surtout hier qu'il vit passer mademoiselle Manon, et qu'un petit moment après, il regarda madame Parangon qui descendit vers nous dans un instant où elle tournait le dos. Il porta sa main à son front avec un regard, un geste, comme s'il avait dit « Ah, que ne puis-je ?» Du moins, voilà comme j'entendais ça. Je te dirais aussi, pour ne te rien cacher, qu'un de ces jours, comme j'allais dans la chambre de madame Parangon, j'y ai trouvé son mari au lieu d'elle. J'en ai véritablement eu peur et j'ai fait un « Ah !» de frayeur. Il s'est mis à rire et m'a dit « Ah, vous avez peur de moi. Je ne vous aurais pas embrassé, mais vous le serez pour vous. Mais vous le serez pour vous apprendre. » Ah, comme il embrasse. Quel homme. J'aurais battu si je l'avais osé. La pauvre Manon, comme elle a dû souffrir avec cet homme-là, car en vérité,
Il est impossible qu'on l'aime. Il a des yeux, des façons. Aussi, sa femme ne l'aime-t-elle guère, et je serais tout comme elle si j'étais à sa place. Depuis ce qu'il m'a fait, je ne saurais plus le sentir. Comme je babille, adieu, et à te voir, petite sœur, je ne montrerai cette lettre à personne ici. C'est bon pour d'autres, où je n'aurais pas été si sincère. Ta bien bonne amie et sœur, Ursule. Alors, pour la lettre 5, il faudra attendre la prochaine fois. J'ai hâte de ce livre, La paysanne pervertie. Quel beau titre. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle nuit ou une bonne journée peut-être.